Je voulais que le grand public, non seulement voit qu'on pouvait préparer nos enfants à cette transformation de la société et du monde du travail, mais que aussi on pouvait les aider à réussir et les aider à se sentir bien, parce que toutes les recherches scientifiques montrent qu'il y a un triple bénéfice à développer les soft skills. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, mais alors aujourd'hui on va dire pour à vos soft skills. On va en parler ce matin avec mon invité Solène Bouquillon-Le Guaziou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous dirigez Soft Kids. Alors c'est une start-up qui vise à cultiver les soft skills des enfants et des adolescents. Et votre mission, c'est de donner à chaque enfant dans le monde toutes les chances de réussir et d'être épanoui dans la vie. Et vous publiez donc votre histoire et votre méthode dans Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain chez DBS Éditions. Vous avez eu une première vie dans l'entreprise que vous avez quittée. Voilà. Oui. Mais avant d'avoir été en entreprise, vous avez été une enfant. Quel genre d'élève étiez-vous ? Moi, j'étais une élève, ce qu'on appelle moyenne, voire pour certains professeurs pas très bonne. Donc moi, j'ai grandi, je suis née à Trappes, j'ai grandi à Saint-Quentin en Yvelines. J'étais dans un collège normal et en 4e, alors que je m'épanouissais énormément dans la lecture. Et dans le français, je lisais Zola, etc. Ma prof principale, qui était ma prof en mathématiques, a convoqué mes parents et elle leur a dit, au vu des notes de Solène en mathématiques et en sciences, si on fait pas quelque chose, si elle ne redouble pas, ça va être très compliqué de poursuivre une scolarité dans la filière normale. Ouais. Donc on m'a fait redoubler. Et ça n'a absolument pas amélioré mes notes en mathématiques et en sciences. J'y suis devenue allergique. Je me suis mis en tête que j'étais nulle et que je resterais nulle en maths et en sciences. Donc j'ai toujours surcompensé dans d'autres matières. Donc j'aimais bien l'histoire, le français. Et puis très très vite, et je suis passionnée aussi de tout ce qui est économie et politique. Et donc j'ai quand même réussi à aller jusqu'en seconde. Et en première, j'ai pris économie, option sciences politiques avec 2 heures de maths par semaine. J'étais contente. Il n'y avait plus de physique, donc j'ai tout laissé de côté. Et puis après, j'ai toujours tout eu, ric-rac à 10, la fac, tout au rattrapage. Donc voilà, pas l'élève brillantissime, quoi. Vous étiez ce qu'on appelle un enfant atypique, donc c'est-à-dire un enfant qui rentre pas dans les moules, quoi. Oui, pas dans les cases. Donc moi, je m'intéressais à la politique, je regardais l'Assemblée nationale le mercredi. Et en fait, pour compenser le fait que j'étais pas la super élève, par contre, ce que j'ai toujours fait, c'est que je me suis toujours engagée. Donc j'ai toujours été déléguée de classe. Je crois que j'étais déléguée de classe du CP au master, parce que j'ai été élue étudiante au niveau national. J'ai négocié avec De Robien, Fillon, Ferry, des réformes, licence, master, doctorat, là, quand on est passé, qu'on a changé. Avec des ministres, voilà, en direct. Direct. Ouais. Et donc, c'était plutôt mes compétences de négociation, de relationnel, où j'étais à l'aise et où ça fonctionnait bien. Vous avez développé ce que vous appelez, vous, des compétences socio-comportementales. C'est ça. Voilà, qui se sont avérées beaucoup plus utiles après pour le reste de votre carrière. Oui, pour le reste de ma carrière. Et puis, c'est vraiment quand j'ai... Donc moi, j'ai un master en ressources humaines. Et c'est quand j'ai passé un entretien dans l'entreprise anglo-néerlandaise Shell, pour la nommer, en 2005, que je pense ma vie a changé. Parce que l'entretien m'est paru assez lunaire. C'est-à-dire que le recruteur, il n'avait pas mon CV. Il m'a posé aucune question sur mes compétences techniques, RH ou voilà, quoi que ce soit en droit social, etc. Il m'a posé 3 questions. La première, c'était: pouvez-vous me parler du projet que vous avez réalisé dont vous êtes le plus fier et comment vous avez fait pour aller au bout de ce projet? Et là, il testait ma persévérance, ma capacité à aller au bout des choses. Ensuite, il m'a demandé: est-ce que vous pouvez me donner un exemple où vous avez dû travailler avec des gens qui étaient différents de vous et comment vous êtes adapté à eux? Donc, il testait capacité de collaboration, d'adaptabilité. Et 3e question, la plus lunaire, il m'a dit: vous avez 5 minutes pour me préparer ce sujet. Pouvez-vous me donner la définition de la nationalisation, me dire quels en sont les avantages et les inconvénients, et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de l'économie avec la nationalisation?
Et là, je me suis dit, waouh, ils veulent savoir si je suis de droite ou de gauche. Je me suis fait des films. Ils veulent juste savoir comment vous êtes quand vous êtes en situation de stress. Et voilà. Et en fait, c'était juste pour tester ma capacité d'analyse et de synthèse, comment je prends un sujet, je le décortique et où est-ce que je vais, etc. En 5 minutes, c'est rapide. Hein. Ouais, c'est rapide. Et après, j'ai eu 2 entretiens, ce que j'appelle plutôt de fit culturel, avec un café, avec d'autres personnes. Et donc, ils me disent, bah voilà, vous êtes prise. On a des jobs au RH, aux finances, à marketing, au logistique. Par quoi voulez-vous démarrer votre carrière ? Et en fait, l'entreprise partait du principe que si on avait les bonnes compétences socio-comportementales, si on était persévérant, si on savait s'adapter, si on savait analyser les sujets, on pouvait faire n'importe quel métier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne communiquent pas du tout là-dessus. Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on ne sait pas d'eux. Non. Vous voyez, pour moi, Shell, c'était le coquillage, mais ça ne me donnait pas l'image d'une entreprise aux avant-postes du management. Non, ils n'en parlent pas. Et pourtant, sur beaucoup de sujets, ils ont 15 ans d'avance. Moi, j'ai commencé à faire du télétravail en 2009. J'ai commencé à faire mon premier programme en tant que femme pour améliorer ma carrière en 2010. Donc voilà, sur tout ce qui est innovation managériale, ils ont pour moi 15 ans d'avance sur la France. Qu'est-ce qui fait que vous ayez quitté l'autoroute et le confort d'une entreprise qui vous faisait confiance et qui finalement vous a permis d'aller bien au-delà de ce dont vous auriez pu rêver avec votre niveau d'anglais et vos notes de CM2? Alors, il y a eu 2 choses. Déjà, dès que je suis rentrée chez Shell, tout de suite, j'ai envie de dire, c'est pour ça que je dis souvent révéler le potentiel. Le fait que mes compétences socio-comportementales soient beaucoup plus mises en avant que mes compétences techniques a fait que j'ai ce qu'on appelle exploser un peu le plafond de verre, c'est-à-dire... Un jour, un de mes boss hollandais m'a dit dans la boîte, t'es haut potentiel au vu de tes capacités socio-comportementales, tu pourras être vice-présidente monde. Enfin, voilà, le champ des possibles. Je suis passée d'un état d'esprit où je me suis dit t'es moyenne. Je me disais t'es moyenne depuis que je suis toute petite. Vous n'étiez pas la plus diplômée finalement. Voilà, le champ des possibles va être totalement différent. Et de toute façon, je dis très souvent, parce que je suis très critique sur la culture française, la culture d'entreprise, la manière dont on met les gens dans des boîtes, la manière dont on est tout le temps à dire il faut tel ou tel diplôme pour faire telle ou telle chose. Je pense que si j'ai été rentrée chez Total, j'aurais pas du tout eu la même carrière. Pour faire un parallèle avec vous 2 boîtes. Vous auriez peut-être été mieux payé. Je ne sais pas. Mais bon, j'aurais pas fait... la tour Total à la Défense. J'aurais pas du tout fait cette carrière, ça c'est sûr. Parce que tous les 2 ans, j'ai bougé de poste. Et au bout de 3 ans chez Shell, je suis passée sur un poste Belgique, France, Hollande, Luxembourg. Ensuite, j'étais sur un poste européen, puis sur un poste mondial. Et le switch il s'est fait en 2017. Donc j'étais DRH en charge de la stratégie des centres de services partagés. Donc c'est 15 000 collaborateurs dans 8 pays qui font toutes les activités transactionnelles de la boîte en Europe, Asie et Afrique. Et donc c'est compta client, fournisseurs, les achats, le juridique, c'était les activités qui allaient être les premières impactées par l'intelligence artificielle et l'automatisation. Donc on m'a dit, est-ce que vous pourriez travailler avec ton équipe sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le type de compétences et de profils dont on aura besoin à 2025-2030. L'impact, c'est le nombre de postes que ça allait supprimer puisque remplacé par l'intelligence artificielle. Alors, je parle plutôt de transformation. Parce que c'est comme ça qu'on nous le vend. Mais non, mais clairement, par exemple, je me rappellerai toujours, j'étais à Manille, je discutais avec l'équipe qui faisait tout le support client. Et donc, on était en train de regarder leurs tâches, ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils me disaient, c'est que nous, on passe toute notre journée à mettre des chiffres dans des fichiers Excel. Franchement, c'est pas très hyper intéressant. Non, ouais. Et en fait, là, on s'était dit, on va pouvoir faire en sorte que vous passiez plus de temps parce que vous allez avoir moins de temps puisqu'on va pouvoir automatiser tous ces chiffres, plus de temps à analyser et à proposer des solutions pour être meilleur au niveau service client et plutôt à développer votre esprit critique et votre faculté de résoudre les problèmes et votre faculté d'apporter des nouvelles choses. Donc moi je parle plutôt de transformation et d'ailleurs l'étude que j'avais faite elle disait que en moyenne c'était plutôt 20 à 30% des tâches qui allaient effectivement disparaître, être cutées, mais le reste c'était 70% des choses qui resteraient. Et ce qu'on voyait, c'était que la typologie des métiers allait être plus intéressante en fait pour les gens, moins rébarbative.
Et donc, quand je fais cette étude, j'apprends que toutes les ONG, OCDE, Organisation mondiale de la santé, disent que plus tôt on développe les compétences socio-comportementales des enfants, meilleure va être leur insertion professionnelle, et que donc il faut développer les soft skills pour préparer toute cette génération au fait que y a de plus en plus de choses qui vont être automatisées, et au fait que la seule chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais nous prendre, c'est nos compétences humaines. C'est notre esprit critique, c'est notre confiance en nous, c'est nos émotions, etc. Et donc, notamment, le directeur de l'OCDE de l'éducation, il dit il faut absolument que l'école se transforme et que l'école apprenne aussi bien des matières que des compétences humaines. Et à l'époque, j'étais présidente d'une crèche parentale associative que j'ai co-gérée avec d'autres parents pendant 6 ans. Donc je m'intéressais. Toujours plus ou moins présidente, quand même. J'aime bien faire des... Enfin, j'aime bien m'impliquer dans la vie de la société. Ouais, donc j'aime bien prendre part, prendre des décisions, voilà. Et donc dans cette crèche, je participais au projet pédagogique. On parlait avec la psy de la crèche, avec la directrice de la crèche. Et donc je m'intéressais énormément aussi à ces sujets d'éducation. Et en fait, le mix des deux, parce que cette crèche, c'est quand même 9 salariés, un budget annuel que je co-gérais avec d'autres parents. C'était une petite entreprise, donc ça m'a aussi fait dire que j'avais les compétences pour aller créer ma propre boîte et gérer ma propre boîte. Et donc je suis partie de Shell en 2019 pour créer donc Soft Kids, en me disant que je voulais que le grand public non seulement voit que on pouvait préparer nos enfants à cette transformation de la société et du monde du travail, mais que aussi on pouvait les aider à réussir. Et les aider à se sentir bien, parce que toutes les recherches scientifiques montrent qu'il y a un triple bénéfice à développer les soft skills. 1, c'est la réussite scolaire. Selon les milieux sociaux, on va gagner entre 1 à 5 mois par an. 2, c'est une meilleure santé mentale. Les enfants qui développent leurs soft skills sont des enfants qui seront moins sujets aux addictions à l'âge adulte, qui seront moins sujets à faire des dépressions, enfin voilà, tout ça. Donc santé mentale qui s'améliore. Et la dernière chose, c'est l'insertion professionnelle. Donc les enfants qui développent leurs soft skills, il y a 2 prix Nobel qui ont eu le Nobel là-dessus en 2013. On suit des jeunes qui ont développé leurs soft skills pendant 30 ans dans une école. Et c'est des gens qui ont des salaires 30% supérieurs avec des meilleurs emplois. Bien. Alors, nous, quand on traduit, on dit compétences douces. Vous préférez moi, je dis soft skill parce que... compétences socio-comportementales. Ouais, je dis socio-comportementales en français. Ouais. Donc, quand on traduit. Quand on traduit. Et alors, pour bien expliquer aux gens, c'est toutes les compétences qui vous permettent de naviguer dans la vie. Ça, c'est la définition de l'OMS. Et dedans, on va retrouver 3 grands domaines de compétences. Alors, on a le temps, donc on va en parler tout à l'heure. Alors, on va parler des soft skills ce matin pour les enfants avec mon invité. Elle s'appelle Solène Bouquillon-Legoisiou. Vous dirigez justement Soft Kids. C'est une start-up et justement c'est pour aider les enfants à acquérir ces fameuses compétences socio-comportementales, voilà, pour pouvoir mieux réussir dans le monde qui arrive. En 2018, vous réalisez que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une obsolescence programmée des compétences. Quand on avait un diplôme dans les années 80, la durée de vie des compétences acquises dans le diplôme, elles étaient 30 ans. C'est-à-dire ce qu'on avait fait dans le diplôme, c'était valable 30 ans. Aujourd'hui, hormis, j'ai envie de dire, les métiers d'artisanat, de bouche, etc., pour le reste, on est quand même dans une économie du tertiaire, voire du quaternaire. La durée de vie des compétences, elle est de 2 mois à 3 ans. Donc il faut tout le temps apprendre à apprendre, et quand on parle de formation continue et formation tout au long de la vie, là on est en plein dedans, quoi. Donc il faut tout le temps réapprendre, les métiers se transforment et on ne sait pas forcément à quoi va ressembler tel ou tel métier même dans 2-3 ans, quoi. Alors apprendre à apprendre, c'est une compétence douce. C'était en quelle année que vous avez fait votre première formation apprendre à apprendre ? Alors moi personnellement, la dernière formation apprendre à apprendre que j'ai fait, c'était l'année dernière. Ah oui, donc vous en avez refait d'autres. Ouais. J'ai fait l'année dernière une formation, ça vous parlera certainement, sur apprendre à apprendre, lecture rapide, mind mapping, etc.
Je les ai faites aussi, je vous rassure. Ouais. Alors, et sinon, c'est vrai que moi, ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'à l'école, alors aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent sur ce sujet, mais à mon époque, on nous a pas appris à apprendre. On nous disait révise. Mais comment on révise? Donc, soit on faisait la technique de je relis, qui est là, on le sait depuis les années 60, il y a eu plein de recherches sur le sujet, qui est la plus mauvaise technique pour apprendre. C'est celle où on retient le moins bien, mais on nous apprend ça à l'école dans la plupart du temps. Soit on nous dit faites des fiches, donc et on nous apprend pas comment faire des fiches, donc on recopie exactement ce qu'on a écrit pendant le cours. Et on met plein de stabilos. Et on stabilote. Il y en a partout là. Voilà, donc on a les fiches Bristol, les stabilos, etc. Mais moi j'ai fait droit et donc on faisait que ça quoi. Et ça m'a, et je n'apprenais pas mieux. Donc maintenant vous êtes la reine du sketch note. Oui, maintenant palais mental. J'essaye. Et ça, je pense que c'est hyper important avant toute chose d'expliquer aux enfants comment fonctionne leur cerveau, que le cerveau il est plastique, qu'il va pouvoir se développer, que l'intelligence n'est pas figée, qu'il y a des bonnes techniques d'apprentissage, parce que moi, ça me fait rire quand on parle, on dit oui, donnez-vous les moyens et vous allez réussir. Oui, mais si personne ne vous explique quels sont ces moyens et comment ça fonctionne, il n'y a pas que quand on veut, on peut quoi. Il y a d'autres choses et en plus on n'a pas tous. Ça veut peut-être dire aussi que chacun doit trouver le moyen qui lui correspond. C'est ça. Donc il faut tester. Et moi, je suis contente de voir qu'il y a des enseignants qui commencent en début de... moi, j'ai un fils aîné, là, il est en 6e. Son prof de mathématiques, il leur a fait remplir un questionnaire en début d'année pour qu'ils essayent de voir un petit peu s'ils préféraient le visuel, l'auditif. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, l'école n'est pas adaptée à toutes les modes d'apprentissage de chacun des enfants, quoi. Mais ça va tellement vite. Tout va très vite aujourd'hui. Même en termes d'éducation parentale, ça va très très vite. Oui, mais préciser... Une mode en chasse une autre. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous avez autant de méthodes que de parents qui fleurissent sur Internet. Donc... on peut pas en vouloir à l'éducation nationale d'être en retard. Oui, c'est pas qu'elle est en retard, c'est qu'elle a d'énormes difficultés à se transformer. Donc, pour moi, c'est même plus une question de retard là. C'est quand est-ce que on va arrêter d'avoir des classes avec un sachant qui doit délivrer des informations. Moi, je travaille sur le sujet du décrochage scolaire. Mon entreprise, elle a gagné un appel à manifestation d'intérêt opéré par la Banque des Territoires et l'État pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires sur 8 académies. Et ce qu'on voit, c'est que la typologie des décrocheurs, elle évolue. Les décrocheurs ne sont plus que des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Aujourd'hui, dans les décrocheurs, on a beaucoup d'enfants qui s'ennuient. En fait, vous les écoutez et vous dites « Mais moi, je comprends pas ce que je fais là. On me demande de venir toute la journée, m'asseoir pour écouter quelqu'un. Quel est l'intérêt ?» Alors qu'en fait, ils peuvent regarder YouTube, avoir des gens qui font des super cours, etc. Donc là, il y a un vrai sujet là-dessus. Sauf qu'avant, les enfants, ils étaient assis et puis ils disaient pas qu'ils s'ennuyaient. Oui, mais avant, ils écoutaient le prof, ou voilà. Oui, mais avant, on voulait pas avoir 90% d'une classe d'âge qui est au bac. Et du coup, avant, si l'enfant qui bougeait pas, qui était pas adapté, on lui disait, écoute, tu feras cette filière-là, et puis comme ça, tu travailleras vite, et puis on n'aura plus de problème avec toi en classe. Alors, ces fameuses compétences socio-comportementales, on les acquiert où ? Alors, on les acquiert tous les jours, tout le temps, tout au long de sa vie, à la maison, à l'école, dans ses activités périscolaires. On développe énormément les soft skills dans le sport, par exemple. C'est des choses... moi, ce que je préconise, c'est d'avoir un petit peu des techniques de petits pas. Pour moi, les 2 compétences essentielles en tant que parent ou éducateur pour pouvoir développer les soft skills des enfants, c'est l'observation et l'adaptabilité. Parce que les enfants... Alors l'observation, c'est observer ses enfants et d'observer s'ils ont des talents particuliers. C'est ça. D'accord ? Et si les enfants n'ont pas de talent particulier ? Tous les enfants ont un talent.
Tout le monde a un talent. Il faut juste le trouver. Il y a personne qui n'a pas un truc où il est bon. Enfin, moi, je dis, si votre enfant, il connaît tous les Pokémon, mais il a un talent. Il a le talent de connaître tous les Pokémon. Je suis désolée. Déjà, il y en a je sais pas combien. Il arrive à les mémoriser. Il a compris les techniques, les stratégies. Donc, il a développé de la résolution des problèmes. Enfin, tout le monde a un talent. Parents, rassurez-vous. Oui, il faut juste trouver le talent. Et surtout, il ne faut pas se dire qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Un talent, c'est pas forcément être le meilleur buteur au foot, être bon aux échecs. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de talents, quoi. Ça peut être un collectionneur. C'est un talent, être collectionneur, dénicher le bon truc, le bon caillou pour ma collection, etc. C'est un talent aussi. Une fois qu'on a observé ces enfants et qu'on a justement mis le doigt sur les talents, comment on accompagne l'enfant ? Alors après, moi, ce que je préconise, c'est la théorie, la pratique la technique des petits pas. Donc on y va au fur et à mesure. Donc je sais pas, votre enfant, vous voyez qu'il Kaizen. Il a envie de. Tu as fait Kaizen aussi ? Oui, toutes les théories. Vous les avez faites, d'accord. Donc comment on mange un éléphant ? Ouais. C'était ça le premier cours. C'est ça. En le découpant par petits bouts. Voilà, en petits bouts, par petits bouts. Par petits bouts. Mais je sais pas, vous voyez que votre enfant, il aime bien dessiner. Donc vous allez commencer par le coloriage. Vous allez lui faire je sais pas, par exemple des mandalas pour que il apprenne à pas déborder. Ensuite, vous allez lui montrer, je sais pas, il aime bien les mangas, donc vous allez lui montrer un manga. Donc vous allez lui montrer comment il peut faire un manga. Il va faire et puis après, vous allez lui dire maintenant que tu sais bien dessiner ça, peut-être que tu pourrais faire les ombres. Tu vas apprendre à faire les ombres et au fur et à mesure, voilà. C'est progressif. C'est progressif. On commence d'abord par faire un puzzle de 40 pièces, puis de 200 pièces, puis de 1000 pièces. On commence pas par le puzzle de 1000 pièces. Non, sinon on va se décourager. À quel âge faut-il commencer à développer les soft skills ? Dès un jour. On va parler à son enfant. Et donc plus on va lui parler, plus il va développer son langage. Donc plus il sera à l'écoute, plus il sera capable de reparler. Mais pour moi, il n'y a aucun âge, c'est tous les jours. Et moi, je vois encore à l'âge adulte, tous les ans, il y a 1 ou 2 soft skills que j'essaye de développer, quoi. Par exemple, les soft skills de cette année ? Alors, cette année, je suis toujours dans la prise de parole en public. Transmettre des messages devant plein de personnes sans être super stressé. Je me rassure avec le fait qu'on est 80% de la population a peur de parler en public, c'est la glossophobie. Et j'aime bien le dire parce que les gens ne s'en rendent pas compte, il y a quand même, les gens ont plus peur de parler en public que de mourir. Donc ça, si. Donc voilà. Elle vient d'où l'étude ? C'est une étude d'une université américaine, je crois que c'est Stanford. D'accord. Et donc là, depuis l'année dernière... c'est pas Palo Alto, c'est pas intéressant. Depuis l'année dernière, je suis sur la prise de parole en public. Et puis, quel est l'autre soft skill que je développe cette année ? Je suis toujours dans apprendre à apprendre, mais sur le côté... avoir un second cerveau, parce que je trouve qu'on souffre du trop d'informations. Et c'est comment bien faire pour gérer toutes ces informations et pouvoir bien les restituer. Bon, vous expliquez aux parents que ça commence à la maison. Oui. Et qu'il faut laisser les enfants aider. Oui. Même si c'est pas fait comme vous voulez, à la vitesse que vous voulez. C'est ça. Moi, je trouve qu'on est dans une... alors, on a tout. Mais... comme on est dans une période de clivage, on a un petit peu moins de juste milieu. On a soit les parents qui vont tout laisser faire, ou soit les parents qui sont en mode hélicoptère. Ils vont tout faire à la place de leurs enfants. Ah maintenant tu comprends, il peut pas nous aider à préparer le repas parce qu'il faut qu'il fasse ses devoirs et qu'il révise. Je sais pas, nous quand on a je sais pas si on a une grosse présentation le lendemain ou si on doit préparer des choses, on dit pas aux enfants non, désolé, on fera pas le repas parce que j'ai une grosse présentation demain. Donc moi ce que je dis c'est que les enfants il faut les autonomiser le plus rapidement possible parce que je suis absolument désespérée de voir à quel point énormément de parents vont rattraper tout ce que leurs enfants vont pas faire. Donc,
moi, ils vont finir à leur place, quoi. Voilà, ils vont tout finir à leur place. Enfin, les groupes WhatsApp, là, des parents d'élèves, c'est devenu un enfer, quoi. Vous avez toujours un enfant qui va oublier son cahier tous les jours, et donc le parent qui va dire, vous pouvez m'envoyer une photo de la page 7 de l'exercice de mathématiques. Bah non, je suis désolée, quoi. Votre enfant, il a oublié son cahier, et ben vous lui dites, bah tu as oublié, tu préviens la maîtresse ou le maître demain matin, tu lui dis, madame ou monsieur, je suis désolée, j'ai oublié mon cahier hier, je m'engage à refaire mes devoirs et à rattraper ce soir. Mais on va pas être tout le temps à courir derrière eux, parce que déjà ça nous fait une charge mentale de dingue en plus en tant que parents. Et deux, il faut apprendre à les responsabiliser, et t'as oublié les choses, voilà, tu fais ce qu'il y a, t'assumes. Voilà, tu as la maîtresse, je recommencerai peut-être, mais en tout cas je m'engage à refaire mes devoirs. Voilà, et on parle des compétences socio-comportementales aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup cette traduction finalement. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Et on en parle avec Solène Bouquillon-Leguaziou, qui dirige Soft Kids. Donc on peut vous contacter, vous aider les parents. Oui, donc en fait nous on a aussi bien des applications pour permettre de développer les soft skills à la maison, en famille. Donc c'est un temps d'écran familial, j'insiste dessus. C'est des petites séances de 12 minutes où les enfants, ils ont un pop-up qui leur dit « fais ça avec tes parents », parce que ça aide aussi les parents à voir comment leurs enfants se perçoivent. Et on a beaucoup de parents qui nous disent, mais en fait, la manière dont lui il se voit et la manière dont moi je le vois, c'est pas du tout la même chose. Donc ils vont avoir des mini-jeux qui vont leur permettre de gagner des gouttes d'eau, de faire grandir un arbre et de cultiver. De gagner des gouttes d'eau. J'avais bien entendu. Qui permettent de faire grandir un arbre. Donc c'est la gamification pour aller un peu plus, pour les aider à continuer. Et ils vont avoir aussi des défis. Donc par exemple dans le programme Confiance en soi, ils vont avoir le défi d'aller acheter une baguette tout seul à la boulangerie, de dire bonjour madame, monsieur, je veux une baguette. Et puis le parent va valider le défi. Et donc on a des programmes pour développer la confiance en soi. Alors c'est la première compétence que vous mettez en avant dans votre livre, la confiance en soi. Alors vous dites que ce n'est pas la même chose que d'être sûr de soi, la confiance en soi. Oui. Non, en fait, je fais une différence dans le livre entre la confiance en soi et l'estime de soi. Oui. J'ai lu que ce n'était pas être sûr de soi, la confiance en soi. Oui, c'est pas forcément être sûr de soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire les choses. Et on a un énorme problème en France de confiance. Mais c'est pas inné, la confiance en soi ? Non, ça se travaille. Enfin, par exemple, moi, je vous ai dit, quand j'étais petite, alors ok, sur des sujets, j'étais... Vous n'étiez pas bonne en anglais, mais vous aviez confiance en vous. Si vous étiez chef de classe en CP, donc ça veut dire que déjà vous vous présentiez au suffrage des autres, donc ça veut dire que quand même vous aviez drôlement confiance en vous. Oui, mais je pense que ça se cultive, que tous les enfants ne vont pas forcément se dire oui, je vais pas y arriver parce que on est dans une culture qui, pour moi, met en avant ceux qui réussissent tout le temps du premier coup. Et donc, si on n'aide pas les enfants à se dire que pour y arriver, il y a un chemin, effectivement, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas confiance en eux. Mais si on leur montre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque petit pas est une victoire, on réinjecte de la confiance en soi en disant, tu vois, ça, tu peux le réussir. Et donc, si ça, tu peux le réussir, la prochaine étape, tu pourras la réussir. Donc, pour moi, il y a quand même, même si je crois que je le mets dans mon livre, j'ai plus le chiffre exact, parce qu'ils ont fait justement des études avec des jumeaux sur est-ce que la confiance en soi serait innée ou acquise, etc. Et donc ils disent qu'il y a une petite part de génétique, etc. Mais on est quand même un peu prédisposé, mais moi ce que je dis, c'est que ça se travaille. Enfin, c'est pas vous avez pas confiance en vous, vous n'aurez plus confiance en vous de toute votre vie, parce que comme je le dis bien souvent, c'est aussi de trouver ce qu'on aime faire, sa zone de génie. Et si sa zone de génie c'est d'être comme je disais, spécialiste des Pokémon ou je sais pas, l'expert des champignons, c'est une zone de génie et ça nous aide à prendre confiance en nous. Vous, quand vous étiez petit, vous aviez plusieurs expertises en fait. Dès que vous vous empariez d'un sujet, vous deveniez experte. Oui.
Voilà. En fait, les sujets qui me plaisaient, je les décortiquais jusqu'au bout, quoi. Et c'est là où j'étais extrêmement, je le dis un petit peu, je dis souvent ma blessure d'enfance, c'est ce fameux rendez-vous avec ma prof de maths, parce que ma prof de maths dit que je dois redoubler et que je suis nullissime. Néanmoins, en 4e, je connaissais tout sur la Révolution française. J'avais demandé à mes parents de m'acheter je sais pas combien de bouquins. J'avais dû lire 4-5 bouquins. Je connaissais toutes les dates par cœur. J'avais lu la moitié des Rougon-Macquart de Zola. Et non, il fallait que je redouble, quoi, parce que j'étais pas bonne en maths. Et alors ? Pour moi, c'était une injustice. Vraiment. Vous voulez qu'on en parle ? Non, ça va aller. J'ai écrit un livre pour m'en remettre. Pour évacuer votre injustice. Je suis sûr que c'est une valeur qui vous anime, ça. Ah l'injustice. Oui, clairement. Ouais. Et c'est vraiment un truc... Ça n'a pas dû être facile en entreprise, hein. Heureusement que je suis tombée chez Shell. C'est quand même un lieu d'injustice. Hein. Mais heureusement que je suis tombée chez Shell, où la valeur première de cette boîte, c'est la diversité et l'inclusion. C'est-à-dire que les 3 premiers jours en entreprise, vous avez 3 jours sur les micro-inéquités, c'est-à-dire le fait que vous allez avoir des biais inconscients qui vont faire que vous allez traiter telle ou telle personne comme ça. Et donc, on a les micro-inéquités sur la culture, sur l'âge, les générations, sur hommes, femmes, sur les handicaps. Et on a 3 jours de formation obligatoire. Et tous les ans, on doit être reformé sur ces sujets-là. Donc vraiment, heureusement que je suis tombée dans une boîte anglo-néerlandaise. Comment faire un bon compliment à ses enfants ? Alors, il faut que ce soit quelque chose qui soit sincère, déjà, et qui commence par le jeu. On a tendance à faire ce que j'appelle des compliments de politesse. Par exemple, maman, elle va rentrer de chez le coiffeur et on va lui dire « Ah, t'es belle !» Voilà, ça, pour moi, c'est compliment. Donc, un beau compliment, comme on le dit, parce que donc on apprend aux enfants à faire des beaux compliments. Parce que quand on fait des compliments, on en reçoit. On est dans un cercle virtueux. Hein, et ça va aussi permettre d'augmenter la confiance en soi. Et donc, un beau compliment, c'est quelque chose qui commence par le jeu et qui va décrire. Donc, on va dire « Je trouve que cette coupe te va très bien. » Voilà, c'est un beau compliment. Plutôt que tu reviens de chez le coiffeur, t'es belle. Voilà, c'est... S'articule la couple. Voilà, c'est ça. Alors, deuxième soft skill que vous mettez en avant, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Ouais. Alors, traduit, c'est l'état d'esprit de développement. C'est ça, l'état d'esprit de développement. Et ça, c'est un truc... Ça parle moins, quand même. Ouais, ça parle beaucoup moins. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, pareil, que j'ai appris chez Shell en 2005, parce que c'était dans les 12 compétences obligatoires qu'on devait développer. Et c'est l'état d'esprit de développement. Donc, c'est Carol Dweck, qui est psychologue à Stanford, qui travaille dessus depuis 30 ans. Elle s'est dit, quelle est la différence entre un enfant qui, quand on lui donne un exercice de maths, il se dit « Waouh, chouette, je vais m'amuser ». Avec les chiffres, ça va être marrant, ça va être un jeu. Et un enfant qui dit « Oh là là, je ne vais jamais y arriver ». Donc moi, je suis l'enfant B. Hein. En maths. En maths, c'est tout. Et la différence, c'est l'état d'esprit. Et c'est cet état d'esprit de développement, c'est de se dire que je suis là pour m'amuser, c'est de se dire que je vais faire des erreurs, mais c'est normal. En fait, c'est comme résoudre une enquête. C'est pas et des fois on n'arrive pas à résoudre l'enquête tout de suite. C'est se dire que rien n'est figé, qu'en travaillant je vais pouvoir y arriver. Et en France, on a quand même 60% des enfants qui pensent que l'intelligence c'est génétique. Donc si jamais il y a des parents qui nous écoutent et qui disent à leurs enfants « Ah mais de toute façon c'est normal, moi aussi j'étais nulle quand j'étais petit, donc toi t'es nul, c'est génétique. » Non, rien n'est génétique. Souvent en maths, de toute façon moi aussi j'étais nul en maths, hein. Alors là je te préviens. Ouais. Oui, 80% des adultes sont anxieux quand on discute de mathématiques. Donc c'est pas la matière préférée. Troisième compétence, la persévérance. Alors comment vous définissez la persévérance ? C'est la capacité à aller au bout des choses, de ne pas se décourager. Alors évidemment, on peut avoir des coups de mou, et c'est là où nous, on dit aux enfants qu'il faut absolument découper les tâches. Quand on revient d'école et qu'on dit « Ah, j'ai trop de devoirs », non, j'ai pas trop de devoirs. C'est d'abord, je vais faire mon français.
Et puis, si j'ai besoin de faire une petite pause, je fais une petite pause. Si j'ai besoin de goûter, je vais goûter. Et puis après, je ferai ma poésie. Et voilà, et on n'est pas en mode non, j'ai trop de devoirs. On fait au fur et à mesure. Parce que la montagne paraît toujours trop haute à gravir, surtout quand on est un enfant. Donc là aussi, on accompagne ces enfants justement à développer cette compétence. Cette capacité à aller jusqu'au bout, qui est en plus, je trouve, un vrai challenge, un vrai défi pour les parents du 21e siècle, parce que c'est quand même la première génération qui a tout de suite, qui est dans l'instantanéité. Ils veulent regarder une série, ils peuvent tout regarder dans la semaine. On peut commander à manger comme ça. Donc en fait, ils ont l'impression qu'on peut tout avoir tout de suite. Et donc, dès qu'ils n'y arrivent pas du premier coup, ils se découragent. Donc il faut réapprendre, je pense, le goût de l'effort aux enfants. Et pour ça, moi, ce que je conseille aussi, c'est si vos enfants, ils ont des stars qu'ils adorent, essayez de trouver les biographies des stars et ils vont se rendre compte que leurs stars, elles sont pas là sans beaucoup de travail. On voit le résultat, mais on voit pas le chemin qui a été parcouru. Attention, c'est pas. Il y a souvent 20 ans de route. Pour tout. Moi, dernièrement, là, je regarde le documentaire de Squeezie. Il a pratiquement pas eu d'enfance. Il a commencé à être youtubeur à 14 ans. Le parcours qu'il a eu, c'est pas juste je me suis mis c'est pas facile, quoi. Je me suis pas mis derrière mon écran et je suis devenu le numéro 1. Non, il y a la régularité, il y a du boulot, quoi. Alors vous parliez tout à l'heure d'apprendre à apprendre, c'est la métacognition. Ouais. La métacognition, c'est prendre conscience de ses propres capacités d'apprentissage et de comment est-ce qu'on apprend. Et là, moi, j'invite les parents à questionner leurs enfants sur toi là, qu'est-ce que tu préfères lire à voix haute pour apprendre? Est-ce que tu préfères bouger? C'est pareil. Si votre enfant, pour apprendre sa leçon, il n'a pas envie d'être assis à son bureau et il a envie de faire des allers-retours dans la maison ou l'appartement, qu'il le fasse. Le but, c'est qu'il apprenne sa leçon. Le but, c'est qu'il apprenne sa leçon. C'est pas qu'il soit assis. Voilà, donc l'interroger sur comment est-ce qu'il aime apprendre, qu'est-ce qu'il préfère, lire, écouter, dessiner. Il peut dessiner sa leçon pour essayer de la retenir. Ça, c'est des bons conseils pour pouvoir les aider. La prise de décision. Pourquoi c'est important de développer cette compétence de prise de décision, surtout chez des enfants? C'est pas un peu trop tôt? Ça facilite la vie grandement. Parce que si vos enfants... En fait, ça va beaucoup avec... faire des choix, bien se connaître. Et si vos enfants se connaissent bien, ils vont pouvoir prendre plus facilement des décisions le matin sur comment je m'habille, qu'est-ce que je prends comme dessert. Et après, ça va les aider tout au long de leur vie à savoir prendre des décisions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se retrouvent à pas avancer comme ils aimeraient dans la vie, parce qu'ils ne savent pas décider, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils aiment et ce qui leur convient le mieux. Je veux qu'on termine rapidement sur la résolution des problèmes. Qu'est-ce que c'est que la résolution des problèmes ? C'est pouvoir avoir un enfant qui est capable, quand il se passe quelque chose, par exemple, ce que je donnais comme exemple, j'ai oublié mon cahier. Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Est-ce que je vais sonner chez le voisin qui est dans ma classe pour aller chercher la leçon? Est-ce que j'attends demain? Ça va permettre à vos enfants, s'il se passe quelque chose d'un peu compliqué pour eux, vous aussi, vous aurez beaucoup plus confiance en eux si vous voyez qu'ils arrivent à trouver tout seuls la réponse aux problèmes qu'ils ont. À noter que la capacité à résoudre des problèmes se classe dans le top 5 des compétences à développer en 2025, selon plusieurs enquêtes mondiales. La suite est dans votre livre pour tous les parents qui s'intéressent à ces fameuses compétences socio-comportementales. Il vient de sortir. Préparez aujourd'hui vos enfants au monde de demain chez DBS. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et très belle journée santé sur Beurre FM.